Qu'est-ce qu'une banque? Cela n'est pas une question anodine, parce qu'il y a beaucoup d'institutions financières, des compagnies d'assurance, assurance vie notamment, des OPCVM, des fonds spéculatifs ou des hedge funds, mais ce ne sont pas des banques. Donc, quelle est la particularité des banques? Pourquoi existent-elles? C'est une question d'autant plus intéressante puisque ces dernières années, on entend souvent parler dans les médias des nouveaux acteurs financiers qui prétendent bouleverser le secteur bancaire traditionnel. On parle de la finance participative, crowdfunding, crowdlending, dont les montants doublent chaque année. Le nouveau terme est apparu, fintech, qui réunit deux mots, finance et technologie. Dans les pays anglo-saxons, on utilise le terme peer-to-peer lending ou marketplace lending. Les experts s'interrogent si ces nouveaux acteurs de la fintech pourraient bouleverser les banques. Et le régulateur commence aussi à surveiller ce nouveau secteur. Et bien sûr, les banques s'inquiètent de l'ubérisation de la finance. En pensant à l'exemple des Uber qui menacent les taxis traditionnels et le Airbnb qui bouleverse le secteur de l'hôtellerie. Peut-on imaginer qu'un jour, le fintech va remplacer les banques? Est-ce qu'on assiste au début de la révolution ou plutôt de l'évolution? Cela pourrait paraître impossible, utopiste, mais il ne faut pas oublier que plusieurs innovations, même les plus utiles, comme le téléphone ou l'ordinateur, ont été ignorées au début et considérées comme inutiles par leurs inventeurs. Je voudrais plutôt citer Bill Gates. Banking is necessary, banks are not. Ce que font les banques est nécessaire, les banques ne le sont pas. Pour réfléchir sur ces nouveaux acteurs de la fintech, il faut d'abord comprendre comment fonctionnent les banques. On va commencer d'abord avec une définition de la banque qu'on trouve dans la plupart des manuels. Une banque est une institution dont les opérations courantes consistent à accorder des prêts et à recevoir des dépôts des agents. Pour visualiser cette définition, on utilisera un bilan d'une banque. Sur la partie droite, le passif, on note les engagements d'une banque. Autrement dit, d'où vient l'argent. Sur la partie gauche, on note actif ou comment l'argent est utilisé. Donc, le passif de la banque consiste des dépôts, des sommes en devises déposées par un déposant sur son compte bancaire. La plupart des dépôts sont à court terme. Cela dit, on distingue les dépôts à vue, quand le déposant peut exiger la restitution de la somme à tout moment. On parle dans ce cas-là des comptes courants. Et les dépôts à terme. On parle des comptes d'épargne. Dans l'Union européenne et dans la plupart des pays du monde, les dépôts sont assurés par le gouvernement jusqu'à une somme définie par la loi. Cela signifie que les dépôts sont considérés d'être sans risque et les déposants ne doivent pas s'inquiéter de perdre leur argent. Maintenant, passons à l'actif. Où se trouvent des prêts? Ces prêts sont accordés à long terme. Ils sont accordés aux ménages, notamment les prêts immobiliers, et aux entreprises. C'est un exemple du bilan très simple. Mais il faut déjà retenir que les banques sont financées par les dépôts à court terme et elles prêtent aux ménages et aux entreprises à long terme. On dit que les banques transforment la maturité. Et c'est cette transformation de la maturité qui rend les banques extrêmement fragiles. Imaginons que les déposants décident de retirer leurs dépôts en même temps. Cela pourrait très facilement provoquer une ruine bancaire ou une panique bancaire.
Dans ce cours d'économie, on va élaborer ce bilan et l'utiliser comme un outil pour comprendre le fonctionnement des banques. Pour élaborer notre raisonnement sur le bilan bancaire, imaginons que vous êtes un entrepreneur qui souhaite créer une nouvelle banque. Pour le moment, je vais utiliser une théorie selon laquelle une banque est un intermédiaire financier. La première étape dans la création d'une banque, c'est la recherche du capital. Pour cela, vous pouvez créer une société anonyme et émettre des actions. Pour l'information, le montant minimal des capitaux propres défini par la législation européenne s'élève à 5 millions d'euros. Les actionnaires seront les propriétaires de la banque qui, on espère, vous choisiront comme le PDG. Ensuite, vous pouvez utiliser une partie de l'argent pour construire les agences et pour acheter des ordinateurs et d'autres capital physique nécessaires pour le fonctionnement. Maintenant, vous pouvez recevoir des clients, en particulier des déposants, qui vont déposer leur argent sous forme de dépôt. L'argent collecté peut être utilisé pour acheter des titres et bien sûr pour prêter aux ménages, aux entreprises et aux autres banques. Pourtant, il faut s'assurer contre le risque des retraits de dépôts. Pour cela, on va garder une partie des dépôts à vue sous forme de réserve. Les réserves seront gardées sur le compte de la Banque centrale. Sur le passif, vous pouvez aussi mobiliser l'argent en émettant de la dette, des obligations par exemple, ou en empruntant sur le marché interbancaire. Écrit proprement, on a le bilan bancaire suivant. Notez bien que la valeur de l'actif égale bien la valeur du passif. C'est le principe du bilan. Remarquez aussi que le capital peut être aussi appelé les fonds propres ou les capitaux propres. Je vais utiliser ces termes comme des synonymes dans mon cours. Si on imagine qu'on a commencé avec le capital de 4 unités et qu'on a mobilisé les moyens de financement externes de 96 unités, donc ensemble, on a 100 unités à investir. Autrement dit, pour chaque unité des fonds propres, on a 25 unités de l'actif. On appelle cela le levier financier. C'est une métaphore. Pensez bien au levier mécanique qui aide à amplifier l'effort ou la vitesse du mouvement. Levier financier égale à l'actif divisé par le capital. Dans notre cas, c'est 100 divisé par 4 égale 25. Il faut retenir que la structure du bilan dans cet exemple est réaliste, dans le sens que les banques sont caractérisées par un levier financier très élevé. Continuons d'étudier le capital. Pour mesurer le montant du capital, on utilise une formule suivante. Capital égale actif moins des dettes. On peut appeler cela aussi actif net, c'est-à-dire actif net des dettes. Voici encore un nouveau synonyme pour le capital qu'il faut retenir. D'ailleurs, il ne faut pas oublier qu'au sens économique, dépôt est un contrat de dette contracté par une banque auprès d'un déposant. Pour mieux comprendre le sens de cette formule, on va continuer avec notre exemple de la création d'une banque.
Mais maintenant, on va imaginer que vous voulez fermer cette banque. Pour cela, il faut attendre que tous les prêts sont remboursés, soit vendus. Il faut vendre des titres, le capital physique, ainsi que retirer les réserves de la banque centrale. Maintenant, avec cet argent, on peut rembourser toutes les dettes, c'est-à-dire les dépôts, les emprunts interbancaires et d'autres types de dettes. Ce qui reste, c'est notre capital. Donc, on peut bien penser que le capital est une sorte de résidu. Si pendant le temps du fonctionnement de la banque, on augmente la valeur de l'actif, le capital devient plus élevé aussi. Et si à l'inverse, notre actif perd en valeur, notre capital devient plus faible. On voit donc que le capital de la banque serve d'absorber des pertes. Pour illustrer cela avec un exemple numérique, on imagine une banque avec le bilan suivant. On note que la somme de l'actif est égale à la somme du passif. On note aussi que la somme des dettes égale 90 unités. Maintenant, imaginons que les prêts n'étaient pas remboursés dans leur intégralité. On a une perte de 5 unités sur les prêts. Cela implique le changement du bilan suivant. On soustrait 5 unités du montant des prêts. Maintenant, le capital est égal actif net des dettes égale 5. On aurait pu retirer 5 unités du capital directement. Il faut bien retenir que les contrats de dette ne peuvent pas absorber les pertes. Donc le capital doit consister des instruments financiers qui peuvent absorber des pertes sans mettre la banque en faillite. Par exemple, des actions. Si le prix des actions baisse, les actionnaires vont perdre de l'argent, mais cela ne donne pas lieu à une procédure légale de la faillite. Il faut donc retenir 3 choses concernant des bilans bancaires. D'abord, les banques transforment la maturité, c'est-à-dire les banques s'endettent à court terme pour prêter à long terme. Ensuite, les banques transforment le risque, car grâce à la diversification, des prêts risqués sont transformés en dépôts sans risque. On doit retenir que le contrat de dépôt bancaire est unique dans le sens que c'est le seul contrat de dette qui est garanti par le gouvernement. Cela nous amène à la troisième caractéristique. La plupart des entreprises non financières et d'autres institutions financières se financent beaucoup plus par les capitaux propres que par la dette. Les banques sont une des rares institutions qui se financent dans la majorité par la dette. Et donc, si on calcule le ratio d'actifs par rapport au capital, ce qu'on appelle le levier financier, on dit que les banques ont un levier financier très important. Voici donc les 3 caractéristiques des banques. Et on y reviendra encore plusieurs fois pendant ce cours. Pour encore mieux comprendre qu'est-ce qu'une banque, on va maintenant comparer une banque aux autres institutions financières, un OPCVM et une plateforme de peer-to-peer lending. Les OPCVM
organismes de placement collectif en valeur mobilière sont des organismes dont l'activité consiste à investir sur les marchés financiers l'épargne collectée auprès de leurs porteurs d'épargne. Cette définition ressemble à une définition d'une banque. Et en effet, l'actif du bilan ressemble à celui des banques, avec une exception qu'il n'y a pas ou très peu de prêts. Cela signifie que l'actif peut être liquidé beaucoup plus facilement que l'actif bancaire. Par contre, le passif est très différent, car les capitaux sont apportés par les investisseurs qui souscrivent leur part. On appelle cela actif net. Comme on vient de voir, l'actif net égale à l'actif total moins des dettes. Les souscriptions et les rachats se font sur la base d'un prix appelé valeur liquidative. La valeur liquidative est obtenue en divisant la valeur globale de l'actif net par le nombre des parts ou d'actions. Donc, contrairement au contrat de dépôt et le contrat de dette, cette valeur liquidative n'est pas fixée et elle n'est pas garantie. Elle varie en fonction de la valeur de l'actif net. Si l'actif net augmente grâce à l'augmentation des prix des actions, par exemple, la valeur liquidative augmente aussi. On peut constater donc les différences majeures entre un OPCVM et une banque. Premièrement, OPCVM n'est pas engagé dans la transformation de la maturité. Deuxièmement, il n'est pas financé par les dépôts. Et finalement, le levier financier est extrêmement faible. Donc, OPCVM n'est pas une banque. Maintenant, notre dernière question. Est-ce qu'une plateforme de crowdfunding est une banque? Pour répondre à cette question, il faut d'abord noter qu'il n'existait pas de plateforme standard. Le modèle économique de chaque plateforme est différent. Donc, pour mieux comprendre comment fonctionnent ces nouveaux acteurs de la FinTech, je propose à chacun parmi vous à découvrir une des plateformes à la maison. Vous avez beaucoup de choix. Vous pouvez par exemple étudier une plateforme Zopa. Cette plateforme a été créée en 2005 et c'est la plateforme la plus ancienne au monde. Elle prête aux particuliers. Il y a une autre plateforme anglaise, Funding Circle, qui prête aux PME. Vous pouvez étudier une plateforme américaine, Lending Club, ou des plateformes françaises qui prêtent aux PME et aux ménages. Par exemple, ici on est sur le site web de Lendix, une plateforme qui aide à intermédier l'argent entre les prêteurs et emprunteurs. On dirait une banque. Sauf qu'on voit déjà le slogan « Au-delà des banques, c'est le moment de vous financer différemment ». Je vous laisse donc à découvrir ces plateformes et ensuite, pendant le cours prochain, on va réfléchir ensemble pour comprendre les différences entre les banques et les plateformes de crowdfunding. Et la question ultime, est-ce que les plateformes vont remplacer les banques?